Révision de dernière minute, je vous propose la correction d'un annale sur le champ électrique. C'est parti. Quiz by Booster. Puisque vous êtes pressé, on attaque tout de suite. Impression 3D d'objets métalliques. Je vous laisse prendre connaissance du document, vous pouvez le trouver sur internet. Ici, on vous présente le schéma simplifié de la machine utilisée dans le procédé d'impression 3D métallique. On doit tout de suite voir qu'il y a des points OSP qui sont définis par ce schéma. On va les réutiliser plus tard. Aussi, une autre information très cruciale, c'est que nous parlons d'un faisceau d'électrons. En fait, un filament chauffé va émettre des électrons et ces électrons vont permettre l'adhésion des poudres métalliques entre elles, entraînant du coup une légère fusion, fabriquant ainsi un objet 3D métallique. Puisqu'on s'occupe du coup d'électrons ou de faisceaux d'électrons, on va s'intéresser du coup à des forces électriques sur des particules chargées négativement, puisque je le rappelle, la force électrique est proportionnelle à la charge de la particule. On s'intéresse donc à un canon d'électrons qui permet d'accélérer les électrons constituant le faisceau d'électrons. Plusieurs données sont accessibles comme la charge électrique élémentaire ou encore la masse d'un électron, etc. On va se servir de tout ça petit à petit. Premièrement, représenter le schéma du canon électron sans souci d'échelle et en justifiant la force électrique ainsi que le champ électrique. Pour faire ça, il faut se souvenir des règles de base dans le champ électrique. Puisque vous êtes là un petit peu en dernière minute, je vous propose un petit récap des éléments de cours qu'on peut avoir dans le champ électrique. Premièrement, si on a une plaque négative et une plaque positive, dans un circuit électrique, le sens du courant va du plus vers le moins. Donc ça veut dire que si on devait marquer un vecteur champ électrique, il irait du plus vers le moins, quoi qu'il arrive, indépendamment de toutes les données de votre exercice. Donc on place les vecteurs intéressants pour l'étude, à savoir le champ électrique et la force électrique. Le champ électrique, comme le sens du courant électrique dans un circuit, se dirige du plus vers le moins. La force électrique sera dirigée selon la charge de la particule. Donc la force électrique, elle, dépend bien de la charge de la particule. Bien sûr, vous pouvez raisonner en vous disant qu'un électron est attiré par les charges positives et à l'inverse, un proton serait attiré vers les charges négatives. Ainsi, on obtient deux forces électriques typiques. Le cas du proton, la force électrique est positive, alors que dans le cas de l'électron, la force électrique est négative, donc sera portée par le vecteur inverse. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est pas de reprendre tout ce schéma comme je l'ai fait là, on va reprendre juste une toute petite partie. On va se concentrer entre la plaque A et la plaque S. C'est là que le faisceau d'électrons subit une accélération. Puisque les électrons vont du haut vers le bas, ça veut dire que la plaque du bas est positive, puisque les électrons sont attirés de manière véloce vers la plaque positive. Sachant du coup que la force électrique va du haut vers le bas, puisque ça marque le déplacement de la particule, et que la particule est négative, vous savez que le champ électrique, lui, va monter. Donc on note le champ électrique du plus vers le moins, ce qui est assez logique, compte tenu des informations que je viens de vous donner. Attention, le champ électrique, c'est un vecteur qui n'est pas porté par quoi que ce soit, il n'y a pas de point d'application, alors que le vecteur force électrique est porté par la particule en mouvement. Question numéro 2, entre O et S, on considère que le travail du poids de l'électron est négligeable par rapport aux travaux des autres forces. Ça veut dire que la masse de l'électron est tellement faible que ne considérera pas le poids, mais toujours le champ électrique. Alors ça, on vous demandera souvent de le prouver. Je reprends une petite fiche de cours. Avec la seconde loi de Newton, aussi appelée le principe fondamental de la dynamique, on a que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Or, toute particule de masse non nulle, comme vous le savez, est soumise à la force poids. Alors on obtient une addition de deux forces, et ça c'est toujours très embêtant. Donc à notre niveau, 3 éléments vectoriels, ce n'est jamais bon signe. Des éléments doivent nous amener à simplifier le problème. Un des cas récurrents, c'est le fait de considérer que le poids est négligeable devant la force électrique. Pour faire ça, on va montrer que masse fois l'accélération de la pesanteur est inférieure à la charge élémentaire fois le champ électrique. Ici, je vous donne un indice. Bien que la charge soit de 10 puissance moins 19 coulombs, donc un ordre de grandeur très petit, la masse est tellement ridicule pour un électron, 10 puissance moins 31 kg. Vous vous rendez bien compte que si déjà un électron, on néglige sa masse devant un proton lorsqu'on discute de la masse d'un atome, la force poids est pratiquement 1 milliard de fois plus petite que la force électrique si on regarde ça. Alors ça c'est une petite intuition. Parfois on vous donnera plusieurs éléments. Là par exemple je n'ai pas fixé le champ électrique et donc vous pourrez répondre plus précisément que là. Ici j'ai répondu sommairement à la question. Bref, dans tous les cas ici ce n'était pas la question. Montrer en utilisant le théorème de l'énergie cinétique que l'expression de l'énergie cinétique de l'électron qui atteint le point S est énergie cinétique égale E fois U. Alors, il faut réutiliser du coup ce fameux théorème de l'énergie cinétique qui pose souvent problème aux étudiants. Faisons simple. Le cas général, c'est la somme de tous les travaux des forces qui travaillent est égale à la variation d'énergie cinétique. Une variation d'énergie cinétique, c'est simple, c'est entre deux points. On a une énergie cinétique au point A, une énergie cinétique au point B. Alors regardons, ici on se place entre O et S. Donc ça veut dire qu'on va avoir une énergie cinétique au point S et une énergie cinétique au point O. Au vu du schéma qu'on a fait, le point S est le deuxième point. Donc ça veut dire que c'est là où on va considérer l'état final. Donc notre variation d'énergie cinétique sera tout d'abord
l'énergie cinétique au point S moins l'énergie cinétique au point de départ, c'est-à-dire le point O. C'est ce que j'ai réécrit ici. Ensuite, bonne nouvelle, on a considéré que le poids était négligeable, du coup il ne reste qu'une seule force et c'est la force électrique. C'est donc la seule force qui travaille. Donc on va calculer le travail de cette force-là. Donc nous n'avons plus que 3 termes. Le travail de la force électrique, l'énergie cinétique au point S et l'énergie cinétique au point O. Avec le travail de la force électrique dont le point d'application se déplace de O vers S. Et oui, parce qu'un travail, ça dépend d'un chemin. Le travail d'une force, donc, c'est le produit scalaire entre deux vecteurs. Un produit scalaire est un produit qui va nous donner un scalaire. Alors, qu'est-ce que c'est un scalaire? Un scalaire, c'est tout ce qui n'est pas un vecteur. Avant que vous découvriez les vecteurs, tout ce que vous avez vu était des scalaires jusqu'à présent. Si je vous dis 3, c'est un scalaire. Si je vous dis 15 kg, c'est un scalaire. Et un vecteur, c'est ce qui a une flèche au-dessus. Ce qui n'a pas de flèche au-dessus n'est pas un vecteur. On va donc faire le produit de deux vecteurs et ça va nous donner un nombre. Avant de s'attaquer du coup à ce produit scalaire, rappelons juste que l'énergie cinétique au point O est de formule moins 1/2 de mv carré. B carré étant la vitesse de la particule au carré. Ici, l'électron a une vitesse nulle. Donc on imagine tout de suite que son énergie cinétique est nulle. L'énergie cinétique, je rappelle que c'est l'énergie qu'on a de par sa vitesse. L'énergie potentielle, quant à elle, est une énergie qui dépend de sa position. Du coup, il ne reste plus qu'à calculer l'énergie cinétique au point S en réalisant le produit scalaire. Le produit scalaire, je le rappelle, dépend de l'angle entre les deux vecteurs. Si les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire qu'ils vont dans la même direction et sont portés par le même type de vecteur unitaire, par exemple, alors l'angle est nul. Pour nous, c'est une bonne nouvelle puisque notre vecteur OS et notre vecteur FE sont collinéaires. Je rappelle que la norme de la force électrique est juste notée force électrique sans le vecteur. Et donc, c'est une valeur positive. La norme, cette fois-ci, du vecteur OS est simplement la distance de ce vecteur et donc la distance entre le point O et le point S. Je rappelle que dans l'exercice, on donne U sur D est égal au champ électrique. Alors on réexploite ça directement, sachant que D est la distance entre le point O et le point S. Ici, vous voyez l'application d'un formidable théorème, le théorème du Schlag-Schlag, où les distances s'annulent. On n'avait même pas besoin de la distance entre le point O et le point S. Et on obtient bien ce qui était prédit, l'énergie cinétique au point S est égale à E fois U. Nous pouvons maintenant calculer cette valeur puisque nous avons la charge de la particule élémentaire ainsi que la valeur de cette tension U. Attention, cette tension est donnée en kilovolts. Mieux vaut être dans les unités du système international pour espérer tomber sur les bonnes unités à la fin. Il se trouve que coulomb fois volt, ça nous donne effectivement des joules. Donc l'énergie cinétique de l'électron au point S est de 10 puissance moins 14 joules. Ce n'est pas beaucoup d'énergie. Intéressons-nous maintenant à la question 3. Montrez par un calcul que le travail du poids de l'électron entre la position S et P en effet négligeable devant son énergie cinétique. En déduire que l'énergie cinétique de l'électron se conserve entre les deux points. On nous demande cette fois-ci de faire exactement ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, sauf qu'on nous demande de le faire à partir du travail du poids. Pour faire ce calcul, on sort du coup de la zone d'accélération entre O et S. On se trouve maintenant dans la zone entre S et P où l'électron est quasiment en chute libre. De l'élan lui a été donné de par son énergie cinétique qu'on vient de calculer, et peut-être son poids interviendrait-il. Alors c'est la question qu'on se pose. Donc le travail de la force du poids entre S et P, on va essayer de montrer qu'en réalité c'est beaucoup plus petit que l'énergie cinétique 10 puissance moins 14 joules qu'on a obtenu à la question précédente. Pour faire ça, on réalise du coup un produit scalaire du vecteur poids et le vecteur SP. Le poids en fait c'est mg, donc la masse de l'électron fois la constante de gravitation. Les deux sont collinéaires donc il n'y a pas d'angle à prendre en compte. Et on a enfin la distance entre S et P. On injecte toutes les valeurs, on fait bien attention de pouvoir convertir les centimètres en mètres histoire de pouvoir obtenir des unités du système international et encore une fois espérer qu'on tombe sur des joules. Une fois que c'est fait, on obtient des kilogrammes mètres carrés par seconde au carré. Et ça c'est bien des joules. On obtient une valeur de l'ordre de grandeur de 10 puissance moins 30. Et ça, c'est bien plus petit que 10 puissance moins 14 qu'on a obtenu tout à l'heure. Effectivement, le travail du poids de l'électron est négligeable devant son énergie cinétique. Une deuxième question était de montrer la conservation de l'énergie cinétique. Alors on va regarder ce qui se passe au point S et au point P. Donc entre le point P et le point S, nous avions déjà une énergie cinétique au point S et une énergie cinétique au point P. Reprenons encore une fois le théorème de l'énergie cinétique, et oui, si vous l'aviez oublié, dans cet exercice il est très important. Entre le point S et le point P, on a deux énergies cinétiques. L'énergie cinétique qu'on a calculée tout à l'heure, sortant des deux plaques qui accéléraient notre particule, et enfin le point P, où notre électron est censé frapper la poudre métallique. Puisque la particule n'est plus soumise à un champ électrique entre S et P, elle n'est soumise qu'au poids. Donc la seule force qui travaille, c'est le poids. Et le poids, on vient de montrer que c'était un ordre de grandeur de 10 puissance moins 30 joules. Alors on intègre ça dans l'équation. C'est-à-dire que ici on doit avoir 10 puissance moins 30. C'est-à-dire que la différence entre l'énergie cinétique P et l'énergie cinétique S est de l'ordre de 10 puissance moins 30 joules. Si on fait un calcul, on se rend compte qu'en réalité, c'est ridiculement petit face à 10 puissance moins 14. Et en soi, l'énergie cinétique P est toujours de 10 puissance moins 14.
L'énergie cinétique s'est bien conservée puisque c'est environ égal à l'énergie cinétique qu'on avait en sortie d'accélération. Pour la question 4. Pour fabriquer une pièce métallique, le faisceau délivre une énergie de 1,0 kJ par seconde. Calculez la valeur de l'intensité du courant d'électrons délivré par un faisceau. Commentez le résultat obtenu. Eh bien, déjà, avec 1000 joules, puisque 1 kJ c'est ça que ça veut dire, avec 1000 joules, qu'est-ce qu'on peut faire? On vient de voir qu'un électron, on pouvait l'alimenter avec 10 puissance moins 14 joules. Avec 1000 joules, on peut peut-être en alimenter beaucoup, ok? Bah ça revient à 10 puissance 17. Si on se concentre sur ce petit calcul, on remarque qu'effectivement on a 10 puissance 17 électrons qu'on peut alimenter grâce à 1000 joules. Donc notre laser arrive à envoyer assez d'électrons quand même. Mais si on a autant d'électrons qui passent, alors vous le savez, les électrons ont une charge individuelle, et quand ils sont aussi nombreux que 10 puissance 17, ils ont une énorme charge. Alors elle est de combien? Elle est de 10 puissance 17 fois la charge élémentaire de chaque électron. À ce moment-là, du coup, on a la charge élémentaire de l'électron fois le nombre d'entités que nous avons. On trouve alors 1,6 fois 10 puissance moins 2 coulombs. C'est énorme, on a quand même une charge qui n'est pas négligeable. Et pour ensuite relier ça à l'intensité du courant électrique, on sait qu'on a I égale Q sur delta T. Delta T, c'est le temps que dure cette impulsion de 1000 joules. On voit que le fabricant indique qu'il y a 1000 joules pour 1 seconde. Ça veut dire que l'intervalle de temps est de 1 seconde. Alors on va injecter ça dans l'équation. On obtient donc que l'intensité du courant est égale à 1,6 fois 10-2 ampères. Faites attention à garder les chiffres significatifs. Nous avons 2 chiffres significatifs pour la valeur de l'énergie du laser. Alors nous en garderons que une pour la quantité d'électrons, pareil pour la charge totale des électrons, et enfin nous en garderons que 2 pour l'intensité du courant électrique. On nous précise par contre que pour obtenir un objet de bonne qualité, l'intensité du courant doit être comprise entre 10 et 20 mA. 1,6 fois 10 puissance moins 2 ampères, c'est bien dans l'ordre de grandeur de 10 à 20 mA. Nous avons en réalité 16 mA. Et donc l'objet ainsi fabriqué rentrera dans les standards qui permettent d'obtenir un objet de qualité. Quand on vous demande de commenter le résultat obtenu, c'est qu'en réalité il nous donne beaucoup d'informations dans l'énoncé. Ne perdez jamais de ça de vue. Faites attention aussi aux chiffres significatifs, ça pourra toujours vous rapporter des points, et n'oubliez jamais que du coup la masse d'un électron est tellement petite qu'on considérera très rarement son poids lorsqu'on est dans le champ électrique. Bon courage à vous. Quiz by Booster.